Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 28 mai et à la une de cette édition. Ce matin, une convention a été signée entre l'État, la préfecture, le conseil départemental et 4 associations pour la création de brigades de vigilance citoyenne. Un nouveau dispositif de médiation au contact de la population. Une convention liée à l'insécurité toujours aussi présente et qui entre dans le cadre d'un plan plus large. Paul Arthur Habit. 500 000 €, 100 personnes employées et près de 500 bénévoles sont les chiffres à retenir de la signature de convention de ce matin. Les maillots jaunes n'étant plus actifs sur l'île, ces brigades de prévention reprendront le flambeau de la médiation avec les jeunes dans les rues. Les bénévoles et les personnes employées seront recrutés par 4 associations. Coup de pouce, Fahamou Maesha, Messo et Mlezi Maoré. Une création de brigade qui fait suite aux récents événements survenus sur l'île. Nous avons subi des événements dans les semaines passées, dans les mois derniers. Nous avions décidé avec le conseil départemental d'ouvrir un vrai plan contre la violence. Et nous avons signé aujourd'hui avec les associations l'acte qui va permettre de mettre en place ces fameux groupes de médiation citoyenne. À quoi ça va servir ? Ça va servir à mettre sur l'espace public, dans les rues, des gens que nous allons recruter avec les associations et qui vont apporter une réponse aux jeunes, aux plus jeunes, qui ne sont pas des voyous, qui ne sont pas des délinquants, mais qui quelquefois suivent des meneurs et des délinquants. En effet, beaucoup de jeunes se retrouvent souvent embrigadés par certains éléments perturbateurs. Ces brigades seront composées donc de 100 employés qui dirigeront des bénévoles qui devraient se compter au nombre de 500. Nous recrutons une centaine d'emplois aidés et les mettre à la disposition des associations avec lesquelles nous venons de signer cette convention et qui elles-mêmes, ou sous la houlette de ces associations, ces encadrants que nous venons donc de recruter vont à leur tour encadrer d'autres, mais des bénévoles. Cette fois-ci, le but étant de pouvoir toucher le maximum des jeunes dans les quartiers où opèrent ces associations. Et vous le savez que nous le faisons à hauteur, pour simplifier, d'1 demi-million d'euros. Un montant qui permettra de financer ces contrats aidés sur le long terme, un moyen de créer de l'emploi sur cette île où l'embauche manque et, espérons-le, permettra peut-être de calmer les violences au sein des communes. Économie maintenant. Après 2 ans d'attente, le statut d'auto-entrepreneur est enfin accessible à Mayotte. Aussi connu sous le nom de micro-entreprise, ce statut offre plusieurs avantages non négligeables lorsque l'on veut lancer une nouvelle activité. Une présentation a eu lieu hier, notamment à la CCI, en présence du préfet Jean-François Colombet. Un statut qui devrait connaître un grand succès sur le département en rapport avec la réalité du territoire. Je vous propose de regarder ce reportage signé Paul Arthur Habit. Procédure administrative allégée, ouverture des droits à la retraite, enregistrement rapide à l'aide d'un email et d'un compte bancaire, le statut d'auto-entrepreneur offre de réels avantages à toute personne voulant lancer son activité ou passer d'un travail informel à une activité légale et reconnue, un statut qui peut s'appliquer à quasiment tous les corps de métier. Sur Mayotte, on a un tissu socio-économique qui est beaucoup basé sur l'informel. Et l'informel, ça ne veut pas dire spécialement des personnes en situation irrégulière, mais ça peut être un salarié qui a une activité en plus de commerce ou quelqu'un qui se lance, qui fait un peu de pâtisserie chez elle, par exemple, et qui, jusqu'à présent, ne pouvait pas faire valoir cette activité et ne pas avoir de droit, forcément, accolé à cette activité. Donc le statut d'auto-entrepreneur peut permettre ce travail-là. Un statut qui ne remplacera pas celui de travailleur indépendant, mais plutôt viendra le compléter. Un régime qui aura mis du temps à s'installer sur l'île aux parfums du fait de la départementalisation récente. Nous partons de très très loin et nous avons, l'État a une stratégie de convergence des droits. Eh bien, ce système de la micro-entreprise qui fait encore un succès fou à la métropole, qui crée énormément d'emplois à la métropole, si la métropole aujourd'hui a un taux de création d'entreprises supérieures au nôtre à Mayotte, c'est grâce
au système de la micro-entreprise. Et donc nous sommes engagés dans cette convergence qui prend un peu de temps, mais la loi de finances, comme je le disais, pour la sécurité sociale, grâce aux parlementaires mahorais, a permis que ce régime s'applique désormais à Mayotte. Et c'est une excellente chose, il faut qu'on se saisisse de cela, il faut que tous ceux qui ont une idée d'activité entrent dans ce système du régime de la micro-entreprise. Un régime qui, selon les chiffres de l'INSEE de 2017, pourrait concerner près de 10 000 personnes inscrites dans les fichiers de la CSSM et près de 6 000 entreprises informelles. Pour plus d'informations sur ce statut, prenez contact avec la CMA, la CCI, la CSSM ou rendez-vous sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Et ce matin, nous recevions sur notre plateau le secrétaire général de la CGT-MA. Salim Naouda est revenu sur les tensions au sein de l'entreprise EDM. Pour lui et pour le syndicat, les choses sont très claires. Il souhaite l'intégration de EDF dans le capital d'EDM. Le syndicat exige sans plus attendre cet investissement local afin que Mayotte ne soit plus le département français, le seul département français à ne pas avoir l'électricité de France. Je vous propose d'écouter sa réaction au micro de Kamar Boura. Nous savons tous que EDF peut apporter plus à la clientèle et peut aussi apporter plus au niveau de la technologie pour assurer la continuité fiable de notre service public de l'électricité. Aujourd'hui, il y a une entreprise qui a d'ailleurs été ramenée dans le capital d'EDM par EDF à l'époque de la création de la Société d'économie mixte de Mayotte en 1997. Aujourd'hui, cette société va quitter l'entreprise. Nous avons cru qu'il allait avoir des discussions à haut niveau avec des mobilisations de tout le monde pour que EDF reprenne enfin la gestion de l'électricité à Mayotte. Malheureusement, nous avons des élus qui sont incapables de faire la différence entre l'intérêt général et l'intérêt personnel ou l'intérêt des groupes. Ils ont opté pour l'intérêt d'un groupe multinational qui est Quaero Capital. C'est un fonds de pension. Quand on parle d'un fonds de pension, la seule chose et la seule objectif de ce fonds de pension, c'est de rentabiliser ses capitaux. C'est de venir se remplir les poches. Se remplir les poches. Et éducation dans votre 19h. Le recteur Gilles Albou était également sur notre plateau ce matin. L'occasion d'évoquer la réouverture très progressive des écoles du département. Pour l'heure, seule une dizaine d'écoles accueillent quelques élèves. En effet, le rectorat ne veut prendre aucun risque. Il s'y est engagé et éviter toute polémique. En parallèle de ces réouvertures en cours à venir, l'enseignement à distance, lui, se poursuit pour les parents qui ne souhaitent pas envoyer leurs enfants à l'école. Au montage, Leslie Vumenet. Mardi, l'école primaire de Malamani, dans la commune de Chirongui, a été la première à rouvrir ses portes à Mayotte. Elle a accueilli 7 élèves en classe de CP, une reprise en douceur sur l'ensemble du territoire, dans des conditions bien particulières. Les masques sont arrivés en temps et heure, en nombre. Tous les personnels ont des masques chirurgicaux. On a même distribué des masques pour les parents. Il y a du gel hydroalcoolique dans toutes les écoles. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour qu'il y ait des points d'eau. Et vous savez que tous les enfants sont accueillis un par un, qui se lavent les mains, qui entrent dans une salle de classe où ils sont espacés avec une distance de 2 mètres. Officiellement, ils ne doivent pas être plus que 15 par classe. Généralement, ils sont plutôt à 10 ou 12. Dans les écoles qu'on a ouvertes à Malamani, le premier jour, ils étaient 7. Maintenant, on est en régime de croisière, puisque ce sont des CP dédoublés. Ils sont entre 10 et 12. Donc voilà, on prend vraiment les précautions maximales. Une dizaine d'écoles sont aujourd'hui ouvertes. Ce chiffre ne va cesser d'augmenter dans les prochains jours. Même si le recteur l'affirme, aucun risque ne sera pris et des fermetures d'écoles sont envisagées à la moindre difficulté. On peut prendre l'exemple de ce qui s'est passé cette semaine. On avait prévu de réouvrir les écoles dans 6 communes pour commencer. La semaine prochaine, on montera à 10 ou 11 communes. Et on avait dit à chaque fois, s'il y a le moindre doute, on n'ouvre pas. Et pour vous donner un exemple, le premier jour, à M'Sangamouji, les parents ont détecté une odeur suspecte. De fait, c'était un vieux problème de canalisation qui datait, on va dire, d'il y a longtemps. Ce problème a été résolu. Et en attendant, l'école n'a pas ouvert. Elle a ouvert le lendemain. Et à chaque fois qu'il y aura la moindre suspicion, le moindre doute, on retarde l'ouverture.
À chaque changement d'élèves par classe, des désinfections ont lieu. Des formations des agents communaux d'entretien ont eu lieu en amont dans toutes les communes qui en ont fait la demande. Par ailleurs, les personnels enseignants qui ne souhaitent pas reprendre le chemin des écoles ne seront pas pénalisés. À Malamani, il y avait des collègues qui étaient là pour voir. Et il y en avait, je me souviens, une collègue, mais de bonne foi, qui disait moi je ne me le sens pas. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas que ce collègue vienne. Dans tous ces cas-là, il ne faut pas que le collègue vienne. D'abord, s'il est malade et s'il craint pour sa santé, surtout pas. Mais s'il est trop stressé, il va transmettre ce stress. Et puis pour lui, il ne va pas enseigner dans des bonnes conditions. Donc nous avons dit, nous serons bienveillants. Voilà, c'est évidemment le collègue se déclare, il doit expliquer pourquoi il n'y a pas, parce que évidemment, et puis dans ce cas-là, il continue ce qu'il faisait d'ailleurs très bien avant, parce qu'on n'en a pas assez parlé de cette période, on va dire pendant 2 mois, où il y a eu une mobilisation incroyable des collègues. Moi, je regarde souvent les émissions sur Crazy School, et puis à la concurrence aussi, à Mayotte la première, il y a des très très belles mobilisations des collègues qui ont fait des pochettes pédagogiques et envoyé avec le partenariat qu'on a avec la Poste, des documents que les élèves ont pu rendre, etc. Donc il y a une belle mobilisation. Cette mobilisation de l'enseignement à distance, elle doit continuer. Les élèves en présentiel sont éduqués aux risques et aux bons gestes à adopter. Pour ceux à distance, la routine qui a débuté au mois de mars dernier se poursuit. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Bakar Aliboto, le premier adjoint au maire de Mamoudzou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Bellucci. Bonsoir l'ensemble de la population qui nous regarde et qui nous écoute. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors, on va parler forcément de ce qui s'est passé hier, ce conseil municipal sous haute tension. D'abord, un mot sur le premier tour des élections. Vous avez été candidat face à Mohamed Majani. Qu'est-ce que vous retirez de ce premier tour? Vous n'avez pas réussi à passer au second tour. Quel bilan vous tirez? Vous êtes déçu de ce qui s'est passé? Déjà, ce n'est pas la première fois où je conduis une liste en face de M. Majani ou des autres, puisqu'en 2014, on n'a pas été dans la même liste. Les gens ont tendance à oublier. Au premier tour, nous avons fait une fusion au deuxième tour. Donc il était tout à fait normal que je puisse conduire une autre liste si je jugeais que le besoin était là. C'est ce qu'on avait décidé, même si nous sommes partis très tardivement. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Je pense franchement, ce n'est pas un événement particulier. Bon, maintenant, c'est sûr que le score que j'ai obtenu, ce n'est pas un score, c'est un score que je n'ai jamais obtenu auparavant. Même la première fois que je me suis présenté, je n'avais jamais eu en dessous. Comment vous l'expliquez, ça? Non, mais il y a plusieurs raisons. Déjà, nous sommes partis très tard, en 2-3 mois. En 3 mois, on ne peut pas faire une campagne, il faut être raisonnable. Ça, ce n'est pas une surprise, on le savait très bien. Qu'en 3 mois, on ne peut pas préparer une élection municipale. Il faut partir très tôt, 2 ans minimum, pour se donner les moyens et les conditions optimales. Mais 3 mois, c'est pour être là, pour dire ce que nous avions à dire, mais aussi pour sensibiliser. Parce que vous savez que nous avons conduit avec mes collègues une campagne qui n'est pas celle des autres. C'est la première fois où nous avons eu une liste plurielle, je dirais. Est-ce que ce n'est pas ça qui vous a desservi d'avoir dans la même liste des représentants du Front National, ou en tout cas des personnes affiliées à ce parti, avec des personnes de la France Insoumise, donc les deux extrêmes? Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui vous a desservi? Je ne pense pas forcément. Ce qui est sûr, c'est que il y a forcément quelques personnes qui ne sont pas venues à cause de ça, mais je ne pense pas forcément, puisque à Mayotte, ce n'est pas la première fois qu'ils votent au Front National. Ils ont voté au national, européenne largement. Et ils ont voté par ailleurs une autre fois. Et puis surtout, ce n'était pas une liste Front National, c'était une liste mixte. Notre slogan était que tous ensemble, pour Mayotte, pour Mamoudzou. Je pense que c'est un combat qu'il faut continuer. C'est pas parce que nous n'avons pas réussi là. Vous avez rejoint l'un des candidats pour ce second tour, le candidat du parti Les Républicains, Andil Ouaïdou Soumaïla. Pourquoi avoir fait ce choix et ne pas être retourné finalement, comme vous l'aviez fait il y a 6 ans, avec le maire sortant? Non, le maire sortant, si j'ai conduit ma liste, c'est pas parce que j'avais envie d'avoir une liste, parce qu'il fallait avoir une liste. Non, parce que nous avons travaillé quand même 6 ans. Et que pendant ces 6 années, les seules fois où la commune de Mamoudzou, où les élus de la commune de Mamoudzou ont travaillé sérieusement et de façon motivée et en mettant en œuvre toutes les compétences et les énergies que nous avions, c'était les 3 premières années. C'est là que nous avons vraiment travaillé, parce que c'est une époque où il y avait la liberté de s'exprimer, la liberté d'exercer. Chacun pouvait exercer ses compétences, en tout cas mettre en œuvre ses compétences au service de la population de Mamoudzou. C'est là que nous avons conçu l'essentiel de nos projets
et que nous avions mis en place l'essentiel des programmes qu'il fallait développer et les finir au cours de la mandature. Et nous avions à l'époque aussi un DGS, un directeur général des services, M. Bruno Romoli, qui venait de la métropole, qu'on avait recruté de la métropole. C'est une personne très compétente et qui avait su créer les conditions pour que l'équipe technique et administrative travaille dans de bonnes conditions et surtout puisse se trouver dans une situation où chacun savait qu'on avait une culture de résultats et que chacun savait qu'à chaque réunion de direction, il fallait venir avec les résultats de ce qui a été arrêté avant. Et puis les élus aussi trouvaient quelqu'un qui pouvait comprendre à la fois ses collègues, qui sont les agents et les collaborateurs, mais aussi les élus, parce que c'est un professionnel qui a travaillé pendant des années, qui a fait ça, qui était en fin de presque à la retraite. Donc c'est dommage qu'on l'a perdu au cours de la mandature. Du coup, on est retombé sur autre chose. Et à partir de là... Bakary Liboto, est-ce que le problème, c'est pas aussi que finalement, parfois dans certaines communes, à Mayotte, au bout de 3 ans de mandat, on repart sur une élection déjà, et on le voit, il y a quand même eu 5 adjoints au maire qui ont été candidats. C'est quelque chose de considérable. Est-ce que finalement la politique n'a pas repris le pas au bout de 3 ans? Et certains se sont pas dit, comme vous qui avez été candidat, il est temps déjà de repartir en campagne. Non, je pense que franchement, la vraie rupture est arrivée au bout de ces 3 années, lorsque le maire a décidé à ce moment-là, tout seul, d'être candidat à sa propre candidature. Alors qu'avant, il avait dit qu'il ne serait pas candidat. Et même s'il l'avait dit au départ, ça n'aurait pas un souci. Je pense que... Donc c'est bien politique? Non, c'est pas ça. Je pense que M. Majani a eu beaucoup de chance. Je pense que c'est le seul maire de Mamoudzou depuis des années qui a eu une chance extraordinaire. Comment vous pouvez expliquer, où dans Mayotte, vous pouvez trouver quelqu'un, un maire, à la fois que le conseil municipal, son conseil municipal, a accepté de lui, non seulement lui nommer ou le désigner ou élire maire, mais nous avons accepté de l'élire comme président de la CADEMA et nous avons aussi accepté de l'envoyer à un syndicat, comment ça s'appelle, le centre de gestion, c'est ça, oui, au centre de gestion en tant que président. Pour les fonctionnaires. Alors que d'habitude, dans les communes, ces 3 postes sont occupés par 3 personnes différentes. Nous l'avons fait, alors qu'en même temps, nous avons accepté que les élus qui étaient adjoints... Est-ce que c'est de la chance ou est-ce que vous l'avez fait? Non, je dis chance parce qu'on l'a fait, parce qu'on avait... Vous croyez en lui? On croyait en lui, on croyait aussi à l'équipe, on pensait qu'il fallait lui donner à toutes les chances pour que nous puissions réussir ensemble. Et nous avons accepté, nous qui étions adjoints maires, de renoncer à être vice-président au niveau de la CADEMA, puisqu'il avait demandé, sauf 2 personnes qui cumulaient à la fois les indemnités d'adjoint maire et de vice-président. Nous, tous les autres, nous avons accepté vraiment avec bon cœur et nous l'avons fait pour l'intérêt de la population. En fait, en réalité, si nous n'avons pas réussi à continuer à travailler ensemble, c'est parce qu'au final, je pense sincèrement entre nous, moi je fais de la politique depuis très longtemps, je suis là au service de la population et donc je considère qu'en fait, en réalité, il y a des gens qui ont l'habitude de travailler dans des petites équipes, ce que j'appelle moi des cartels, et qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller au-delà. Et nous, on avait d'autres ambitions. Nos ambitions étaient de faire de Mamoudzou une ville attractive, une ville qui donne à chacun sa chance, aux jeunes leur chance. Mais manifestement, ça n'a pas été le cas. Et donc, on ne peut pas continuer. Personnellement, je ne peux pas continuer à travailler. Et je ne suis pas seul, vous avez constaté. Je rappelle qu'il n'y a que 2 adjoints qui sont restés avec le maire dans sa liste. Et en gros, au maximum, 5 élus. Bon, sur 45, comment vous pouvez expliquer? Est-ce que la faute appartient aux élus, aux adjoints ou à celui qui n'a pas réussi à garder son équipe, en tout cas l'équipe très compétente qui était là à l'époque? C'est dommage pour Mamoudzou. Parlons de ce conseil municipal justement. Il a eu lieu hier, il a effectivement fait beaucoup polémique parce que ça a été compliqué de l'organiser. Vous l'avez demandé à corps et à cri. Vous avez saisi le tribunal administratif pour qu'il se tienne, qui finalement vous a donné raison, puis tort, et puis il s'est tenu avec un ordre du jour modifié. Qu'est-ce qu'il en ressort? Vous avez un peu claqué la porte. Pourquoi avoir claqué la porte alors que vous réclamiez justement cet acte de démocratie, puisque c'est aussi important malgré la crise? C'est une très belle question. D'abord, je remercie l'ensemble des 28 élus avec qui nous avons travaillé pendant 2 mois pour justement demander à ce que le maire puisse nous associer à cette gestion de crise particulière et que nous étions tous volontaires pour nous investir encore davantage au service de la population. Malheureusement, pendant des mois, nous n'avons pas réussi. Il a fallu passer par la case tribunal pour que nous puissions avoir un conseil et que malheureusement,
déjà pour le conseil. Vous imaginez, dans une démocratie, le maire a convoqué le conseil depuis une semaine pour le 27. La veille, c'est-à-dire le 26, il nous envoie une convocation pour nous annoncer que le conseil du 27 est annulé et remplacé par un conseil qui allait avoir lieu le 3 juin. C'était à midi aux 13h. Et à 17h, nous recevons une autre convocation pour nous dire que le conseil du 3 juin est annulé, remplacé par là. C'est-à-dire on maintient le conseil qui venait d'être annulé. Juridiquement, déjà, en soi, c'est un souci. Ça veut dire que le conseil du 29, là, c'est un conseil irrégulier, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans la légalité. Et Bakar Liboto, est-ce que les circonstances ne sont pas particulières et un peu exceptionnelles et amènent effectivement parfois à des décisions exceptionnelles? Justement, c'est pour cela que nous avons accepté d'y aller quand même, malgré ça. Nous avons reçu la convocation le soir. Hein. Nous nous sommes quand même mobilisés pour aller participer, pour montrer que nous avions vraiment envie de participer. Et c'est le seul conseil municipal depuis cette crise. Il n'y a pas eu de conseil municipal de neuf, comme ça a été dit. Ça, c'est faux. Ça n'a jamais eu lieu. Mais nous sommes mobilisés massivement et nous avons été là. Et nous avons été majoritaires. Et c'est là que je pense que le maire a paniqué. Parce que le seul point qui leur intéressait, c'était le point concernant les délégations de pouvoir du conseil au maire. Donc, lorsque le point a été soumis au débat, le maire a voulu à ce que nous tranchions pour qu'on annule la totalité des pouvoirs ou qu'on maintienne la totalité. Ce n'est pas ce que dit la loi. La loi donne de la latitude aux élus et le conseil est souverain. Donc nous lui avons demandé gentiment, nous sommes venus pour travailler, pas pour aller dans ce sens-là. Nous n'avons pas l'intention de vous enlever toutes ces délégations, tous ces pouvoirs que la loi vous donne. Mais nous souhaiterions ensemble voir ce qui est important et ce qui est nécessaire pour le moment. Et pour tout ce qui est nécessaire, par exemple les emprunts, même si la loi l'avait déjà enlevé, ce n'était pas nécessaire. Mais le maire a voulu absolument qu'on fasse un référendum. Et à un moment donné... Finalement, les élus lui ont donné raison. Non, finalement, il garde une certaine majorité non. Et l'opposition n'est pas aujourd'hui majoritaire. Non, nous sommes majoritaires. Mais c'est pas là l'objectif n'est pas là-dessus. L'essentiel n'est pas là-dessus. Nous sommes partis tout simplement quand il a dit, bon écoutez, soit c'est ça, soit c'est rien. Et qu'il a dit, j'ai compris qu'il n'y a personne qui veut qu'on m'enlève ces délégations. Donc on passe au point suivant. Donc nous l'avons pratiquement supplié pour qu'il revienne au débat, pour qu'on débatte avant. Il n'a pas voulu. Donc on a dit, bon, on ne peut pas, dans ces conditions, justement, continuer à travailler pour la démocratie. Derrière, on est à un mois du second tour. Est-ce que le débat, c'est pas ça? Est-ce que finalement, on n'est pas dans le jeu très connu de la politique et finalement, vous êtes dans l'opposition et c'est normal qu'aujourd'hui, vous vous en preniez au maire sur toutes ces choses? Non. Sur effectivement ce conseil municipal. Non. Sur la gestion de la crise aussi, vous êtes intervenu avec notamment Andy, le candidat LR, qui à plusieurs reprises s'est exprimé. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement dans le jeu de la politique? Non, ce n'est pas le jeu, ce n'est pas notre objectif. Ce que nous avons voulu faire, d'ailleurs, nous n'allons pas au tribunal. On a la possibilité d'aller au tribunal pour ça, mais nous n'irons pas au tribunal. Ce que nous disons maintenant, nous avons fait de notre mieux pour expliquer au maire qu'il était nécessaire de travailler ensemble. Nous sommes des élus, nous avons été élus pour ça, nous sommes au service de la population, ça n'a pas été possible. Donc ce que nous faisons maintenant, nous disons, nous prenons à témoin les électeurs, la population, puisque nous avons démontré notre volonté de faire, et malheureusement, on n'y est pas arrivé à ce niveau-là, puisque le pouvoir appartient à celui que le législateur a donné, et que maintenant, nous allons continuer à faire les choses autrement. Nous nous laissons avec tous ces pouvoirs et ces difficultés. Malheureusement, ça nous fait mal de laisser voir que la commune n'arrive pas à avancer, que la commune a toutes ces difficultés que nous connaissons tous, à tous ces cas de Covid-19 qui se démultiplient tous les jours dans notre commune et tout ce que nous constatons en termes d'insécurité et que nous ne pouvons pas participer parce que les autres pensent autre chose autrement. Nous, ce n'est pas la politique politicienne, ce n'est pas intéressant. Moi, je fais de la politique depuis plusieurs années. Je n'ai jamais été intéressé par le gain. Sinon, je serais là où je suis. Et je rappelle à certains que la politique proprement dite, la politique au sens noble, n'a jamais fait de quelqu'un un riche. Au contraire, ça vous appauvrit parce que vous mettez et votre énergie et votre argent et vous sacrifiez votre famille parce que vous aimez ça, parce que vous croyez à ça, parce que je considère que le pouvoir politique est le pouvoir suprême qui permet de faire de belles choses, de belles réalisations, mais c'est aussi... Ça peut être un danger si ce pouvoir suprême se trouve dans les mains soit des personnes, des charlatans, des ignorants, des gens qui ont d'autres motivations
que celui que le peuple attend. Ça, Merci c'est très beaucoup. dangereux. Merci beaucoup. Et voilà, je remercie tous ceux qui nous écoutent. Merci, on a bien compris que rendez-vous est pris le 28 juin prochain pour ce second tour des élections. Et on rappelle que vous êtes encore premier adjoint à la mairie de Mamoudzou. Oui, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment l'accompagnement de la CSSM aux entreprises, notamment pour s'organiser et protéger les salariés, ou encore la dingue qui circule encore et toujours sur le territoire. Au montage, Leslie Vumenet. En marge de la crise liée au Covid-19, la dengue continue de progresser sur le territoire. 4342 cas de dengue ont ainsi été confirmés biologiquement depuis le début de l'épidémie. 4156 cas ont été recensés depuis le début de l'année 2020. L'ensemble du territoire est concerné par la circulation virale. Santé publique France constate néanmoins que la diminution des cas confirmés amorcée fin mars se poursuit et le taux de positivité des analyses PCR réalisées par le CHM connaît 6 semaines de baisse consécutive. Les indicateurs issus de la surveillance syndromique diminuent mais demeurent élevés. Seul un sérotype circule actuellement à Mayotte, mais l'importation d'autres sérotypes depuis la zone océan Indien demeure un risque réel selon les services de santé. A noter que depuis le 10 mars, 16 patients atteints de la dengue sont décédés au CHM, auxquels il faut ajouter 7 décès à domicile. Dans le contexte sanitaire actuel, la loi prévoit que les employeurs doivent prendre des mesures de prévention et veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. La CSSM a décidé d'aider les entreprises à protéger leurs salariés. Le réseau Assurance Maladie, Risques Professionnels et le ministère du Travail ont publié des fiches conseils métiers destinées aux employeurs pour les aider à prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la santé et la sécurité des salariés. Par ailleurs, la CSSM accompagne financièrement les entreprises à mettre en place des mesures de protection de leurs salariés. Une nouvelle subvention prévention TPE nommée Prévention Covid vient d'être mise en place. Elle est destinée à aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants sans salariés à faire face aux achats ou locations réalisés entre le 14 mars et le 13 juillet 2020. Une demande devra être envoyée à la CSSM avant le 31 décembre 2020. Selon les services de Météo France, l'activité cyclonique a été globalement inférieure à la normale cette saison malgré un nombre de systèmes dans les standards. Ces systèmes se sont révélés à courte durée de vie. Bien que la saison se termine officiellement le 30 juin prochain, Météo France Océan Indien tire donc le premier bilan sur l'activité cyclonique de cet été austral. Le risque de voir un ultime système dépressionnaire se former devient faible. Cette saison se sera malgré tout singularisée par des trajectoires atypiques et par quelques records. Les terres habitées ont plutôt été épargnées, notamment par rapport à l'année dernière, avec principalement la menace de Belna sur Mayotte et son impact sur le nord-ouest de Madagascar. En 2019, la zone océan Indien avait été lourdement touchée, avec notamment le passage des cyclones meurtriers Kenneth et Idai. Et on termine avec cette polémique au niveau national. Le Parlement vient de donner son feu vert à l'application de traçage Stop Covid. Elle permet à une personne positive d'alerter toutes les personnes avec qui elle a été en contact afin qu'ils se fassent tester à leur tour. L'objectif est d'éviter une éventuelle seconde vague à l'automne. Alors si certains trouvent l'application trop intrusive, d'autres n'y voient aucun inconvénient. Alors comment fonctionne-t-elle? Quelles sont ses conditions de réussite? Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Télécharger ou non cette fameuse application, le choix paraît encore cornélien. Il y a d'abord la question de la protection de la vie privée, avec ceux qui trouvent la démarche trop intrusive et ceux qui ne voient pas du tout où est le problème. Je serais plutôt réticente à l'installer. Pourquoi ? Parce que j'aimerais pas trop on a l'impression d'être un peu suivi à la trace. J'ai peur de rien, moi je suis pas terroriste moi, j'ai pas peur de ça. Si on me suit, alors je fais faire les courses. Sachez que ce n'est pas votre identité qui sera utilisée, mais un code de référence qui sera l'identifiant de votre téléphone uniquement. Je sais pas précisément à quoi ça sert et effectivement je me pose des questions. Oui. L'enjeu est de remonter des cas contacts. Grâce au Bluetooth, les téléphones en quelque sorte se reconnaîtront. Si une personne rencontrée au cours des derniers jours est testée positive au virus et qu'elle l'indique sur l'application, tous ceux qui ont côtoyé ce malade recevront un message et pourront donc à leur tour se faire tester.
Il y a des conditions sine qua non de la réussite de cette application. Il faut qu'elle soit téléchargée quasiment par tout le monde. Il faut au minimum 60-70% de la population qui ait cette application, de façon à ce qu'on puisse avoir une chance d'attraper un cas contact et des personnes qui sont infectées. L'idée est de tenter de prévenir une éventuelle seconde vague à l'automne, mais l'application pourrait être utile dès maintenant dans les transports en commun ou à l'air libre, car dans les grandes villes, à l'heure du déjeuner, on voit par endroits beaucoup de monde sans masque et à l'heure de l'apéritif, avec une distanciation pas toujours respectée. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. D'ici là, restez chez vous. Excellente soirée sur Coesie.